parle le plus souvent mal d'industrie. Et je crois qu'il faut inverser le paradigme qui nous est opposé quand on nous dit, en gros, l'industrie c'est has-been, c'est sale, ça pollue, et donc c'est derrière nous, il faut faire autrement. Alors il faudra nous dire, puisque j'ai cru comprendre comme vous que le gouvernement était en train d'entamer un peu de ce qu'on appelle de greenwashing, de virage écolo. On ne fait pas l'aéroport chez moi, mais si on peut s'épargner ce débat ce soir, c'est pas plus mal parce qu'on en parle un peu trop et un peu trop souvent. On nous parle de la fermeture de Fessenheim. Bon, donc virage écolo. Peut-être, mais comment on fait pour assurer la transition écologique et énergétique qui est nécessaire si nous n'avons pas les filières industrielles pour y répondre? Il n'y a pas de politique publique construite dans un pays si nous n'avons pas les filières industrielles. Quand il y a quelques années, un ministre pourtant conservateur allemand proposait de faire un Airbus du photovoltaïque, il n'y a eu que Pierre Laurent pour lui répondre depuis la France. Comment on fait si nous n'avons pas toutes ces filières? Comment on fait si, comme est en train de le faire Emmanuel Macron, on brade la filière ferroviaire avec Alstom aux Allemands, la filière navale aux Italiens avec le chantier naval qui est dans mon département, alors que ce sont les deux modes de transport les plus propres. Donc on a besoin d'industrie pour assurer cette transition écologique. Partout, il y a des fermetures de boîtes, c'est un gâchis considérable. J'étais il n'y a pas longtemps à Grenoble avec les Écoplats qui avaient un projet de reprise en scope de leur entreprise qui leur a été refusé. Ils construisent tout simplement ces petites barquettes à alu alimentaires. On en utilise tous, soit quand on fait les petits plats le dimanche parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner la semaine, soit quand on achète des produits tout faits. Eh bien, il n'y en a plus en France. On va faire venir ces machins-là par camion, de loin, et contribuer à la pollution, aux émissions de CO2. Donc nous sommes pour pousser ce débat le plus loin possible, jusqu'à parler de circuit court de la production. Il y a une aberration à voir, comme c'est le cas dans mon département, mais on avait une autoroute de la mer, le bateau était construit en Asie du Sud-Est, si je me souviens bien, l'équipage était portugais, le pavillon était anglais. J'ai rien contre les Asiatiques, ni les Anglais, ni les Portugais, nous ne sommes pas nationalistes. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a à côté un outil de travail qui est un chantier naval, et on avait des travailleurs qui ont un savoir-faire unique en Europe, qui voyaient passer ces bateaux qui étaient construits à l'autre bout du monde, et surtout l'inspection du travail, quand il y a un pavillon anglais qui flotte sur le bateau, ne peut pas rentrer à l'intérieur, contrôler ce qui se passe pour les travailleurs de ce bateau. C'est pour ça que nous avons, de ce point de vue-là, des problèmes. Donc il y a des coopérations inventées, elles sont possibles, je reviendrai un peu plus tard, parce qu'on nous parle souvent, c'est ce que dit Macron d'ailleurs, d'Airbus 2, j'en ai parlé moi-même, Airbus du photovoltaïque, on nous dit Airbus du ferroviaire, on nous dit Airbus de la navale. À mon avis, c'est pas tout à fait le cas, et en tout cas, il faut regarder où en est Airbus aujourd'hui et l'aéro dans ce pays. En tout cas, on a besoin de poser ces questions aux grands, et jusqu'à parler donc de circuit court de la production. Deuxièmement, on nous a expliqué pendant des années que on pouvait vivre une société de services et une société sans industrie. Tout ça a considérablement changé. Il n'y a pas de service sans industrie et pas d'industrie sans service. Le téléphone portable que j'ai sur la table ne m'appartient pas. Je le loue à l'opérateur et il me le file pour une poignée d'euros tous les mois, etc. C'est un produit manufacturé, industriel. Donc tous ces modes de production ont considérablement changé, mais les plus anciens dans la salle se souviendront peut-être de Henri Krasuki qui nous disait qu'on ne voulait pas devenir le bronze-cul de l'Europe. On a théorisé, et il y a eu des gens pour s'y opposer, la théorie des pays de tête d'œuvre et des pays de main d'œuvre. Résultat, on a quand même perdu la production, perdu les savoir-faire et perdu les bureaux d'études dans la plupart des cas. Donc ce modèle ne fonctionne pas. Et si nous sommes attachés à la question industrielle, c'est pas par ouvriérisme passéiste ou par culte du productivisme. Moi, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, le productivisme au XXIe siècle. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'équivalent à l'industrie en termes d'emploi. Un emploi industriel, c'est jusqu'à 4, plutôt 3, mais entre 3 et 4 emplois induits. Donc il n'y a pas de société d'emploi forte et de société qui veut engager sa transition écologique si nous ne relocalisons pas les productions industrielles dans le pays. Donc on a cette bataille à mener. Les chiffres, on les connaît plus ou moins, ils sont désastreux évidemment. On a perdu 2 millions d'emplois industriels
en 30 ans. En 2009, au plus clair de la crise financière, 64% des emplois détruits touchaient l'industrie. C'est 250 000 emplois qui disparaissent en un an. Et on est aujourd'hui dans les tout derniers rangs européens. La part industrielle dans la production de la France, il ne reste derrière nous que, voilà, je vais vous citer les pays, mais pour vous dire ce qui reste derrière nous, Chypre, Malte, la Grèce, le Luxembourg, et on vient de repasser devant le Royaume-Uni, qui vit des problèmes qui sont très particuliers, en partie liés au Brexit, etc., et au fait que ce soit la place financière de l'Europe et donc à la financiarisation de l'économie, mais la France et l'Angleterre sont les deux vieilles nations industrielles européennes. Donc là encore, sans passéisme, on a besoin de relocaliser nos industries. Je crois que la question industrielle souffre de deux grands problèmes. Une crise du financement liée à la financiarisation, et on n'a pas mis du tout les bons outils en place pour y résister. Les exemples sont nombreux, j'en prendrai simplement deux. D'abord Mittal, parce qu'on arrive au terme du cycle de 5 ans de l'accord, je ne sais pas si on peut considérer ça un accord, de Mittal qui a mis à genoux le gouvernement français et Jean-Marc Ayrault, que je connais bien à l'époque, qui a d'ailleurs, sur la circonscription de Jean-Marc Ayrault, conduit à la mise en danger de notre site, les anciens appelaient ça les forges, notre site d'ArcelorMittal, puisqu'on a délocalisé ses principales activités, le décapage et le laminage, à Florange. Après 5 ans, on a moins de commandes, les bobines qu'on reçoit de Florange ne sont pas d'aussi bonne qualité que celles qu'on avait, et donc la filière sidérurgique est à nouveau en question, puisque l'accord était censé durer 5 ans, donc on risque d'avoir des déconvenues. Mais regardons le cas de la famille Mittal. C'est quelqu'un qui s'est endetté à milliards, plus de 40 milliards, sur les marchés financiers. Donc les marchés financiers, même face à Mittal, contrairement au gouvernement qui baisse la tête, ils sont allés lui demander des taux d'intérêt extrêmement importants, à 7 à 8 milliards, et il s'est mis à jouer avec ses actifs, à fermer des sites, tout en rémunérant chaque année, en dividendes, sa petite famille, puisqu'ils sont un paquet dans la famille, mais les autres actionnaires, à hauteur de milliards. Donc on voit bien que la question de la financiarisation, je peux prendre un exemple dans mon département qui m'avait traumatisé à l'époque. Un paquebot, là on est sur des paquebots qui sont à 900 millions d'euros. Un paquebot à 500 millions d'euros avec un Italo-Suisse, client habituel des chantiers, il arrivait à boucler presque son financement, il lui manquait 5% de son financement de 500 millions, il n'arrivait pas à trouver sur les marchés. Il a fallu que Sarkozy se démène pour garantir le prêt avec force diplomatie. Donc vous voyez que quand la crise financière frappe, même des gens aux reins solides ne parviennent pas à aboutir sur leurs commandes industrielles. Et un dernier exemple, parce qu'à mon avis c'est le plus important, le plus grave et le plus marquant, l'an dernier, Airbus, dont on parle à longueur de temps, a distribué plus de dividendes qu'elle n'a réalisé de recettes. C'est-à-dire qu'on a tapé dans la caisse pour rémunérer les actionnaires. Et quand on en est là, on peut s'interroger, je pense, sur l'industrie française, on exporte 3 trucs. L'aéro, vous connaissez bien, que ce soit militaire ou civil ici, le luxe et de l'agroalimentaire. Bon, je vous passe sur l'agroalimentaire. Le fait qu'on exporte en Amérique latine de la viande d'ici pour importer d'Amérique latine de la viande pour consommer ici est une absurdité criminelle sur les intérêts de la planète sur laquelle on vit. Mais donc on exporte ces 3 trucs-là. Et l'aéro, on est en droit, alors le carnet de commandes est plein à Airbus, on peut parler de la politique sociale de l'entreprise, je peux vous en parler longtemps. Là ils viennent de virer un mec qui avait fait 2 dessins. Un salarié qui s'était dessiné en mal-être à l'entreprise et qui avait dessiné un patron qui écrasait des salariés, qui avait affiché ça sur le casier, viré. Licenciement simple parce que le chef d'atelier a cru se reconnaître sur un des dessins, donc il est allé voir le médecin, il était en arrêt de travail, il a fait une grave dépression, le pauvre homme, à cause du dessin, donc ils l'ont viré. Donc on a d'abord une férocité dans cette entreprise assez grave, et deuxièmement une financiarisation. Pour sortir les avions, on vit toujours sur l'A320 aujourd'hui sur Airbus. Donc on vit sur le projet qui a été pensé au moment où les États avaient la main sur l'entreprise, c'était il y a longtemps,
Un avion, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ça coûte des milliards et ça met 15 à 20 ans à être remboursé. C'est pas la capitalisation actuelle de l'entreprise, qui a eu 3 phases. Il y a une phase où c'était les États, il y a une deuxième phase où on nous a dit, vous inquiétez pas, on va privatiser, mais c'est des partenaires industriels, au rein solide, Lagardère et tout. Et aujourd'hui, on est dans la phase, après le plan Powerade de 2007, où nous avons 70% de ce qu'on appelle le capital flottant, c'est-à-dire ce qui peut s'acheter et se vendre à la bourse quand elle ouvre et quand elle ferme. Donc ces gens-là n'investiront pas sur les avions du futur dont nous avons pourtant besoin, parce que je rappelle que Airbus produit aujourd'hui à peu près 2 avions par jour, un peu moins de 2 avions par jour. C'est quand même assez impressionnant. Je ne suis pas plus long sur le constat de la financiarisation, on y reviendra. Deuxièmement, on a une crise politique, je conclurai là-dessus parce que je vois que je suis déjà un peu long, une crise politique considérable sur les politiques industrielles. On a eu cette crise financière. Si vous vous souvenez bien, il y a eu 2 épisodes dans cette crise financière de 2009 sous Sarkozy. Il y a un premier épisode où on rembourse pas, on finance la finance, on renfloue les banques avec de l'argent public, et il y a eu une phase où on ouvre le FSI, donc le Fonds pour l'industrie, qui a permis de revenir au capital d'un certain nombre d'entreprises. C'était probablement ce qu'il fallait faire. On ne l'aurait pas fait pareil. J'ai aucune amitié avec Nicolas Sarkozy. Il fallait investir plus, avec un meilleur effet de levier, pas aller au sauvetage de telle et telle boîte qui était au fond du trou. C'était le cas du chantier naval dans mon département. L'État est revenu à 33% du capital, c'est-à-dire la minorité de blocage, ce qui était une revendication des salariés depuis bien longtemps. On a eu cette politique-là. On a eu une ébauche, début du quinquennat Hollande, de redéfinition d'une politique industrielle. On a créé la BPI, donc la Banque publique d'investissement, qui est sous-dotée et qui aujourd'hui sert à labourer la mer, mais qui était un embryon de ce qui aurait pu être ce que nous appelons nous de nos voeux un peu le public bancaire. Et on a eu ce rapport gallois qui était censé établir des propositions pour une politique industrielle. Il y a des constats, une ligne à peu près dans le rapport, qu'on peut partager sur une politique de filière, mais après on a eu les effets complètement inverses, qui était presque, je crois, le ferment, le début des 4 réformes qui ont impacté le travail. On a eu l'ANI, et la loi Rebsamen, la loi Sapin et la loi El Khomri à la fin, et puis aujourd'hui on a les ordonnances. Donc ça a débouché sur tout ça, sur le droit du travail, encore le coût du capital et le coût du travail qui sont pourtant sans commune mesure. On pourra y revenir si vous le souhaitez sur ces aspects de coût du travail et de coût du capital. Et puis on a eu surtout le CICE. Et c'était la mesure phare du précédent quinquennat pour s'occuper de l'industrie. En réalité, notre camarade Marie-France Beaufils, qui a rendu un remarquable travail parlementaire sur le CICE, a constaté que d'une part, il ne touchait l'industrie qu'à 19% alors que c'était censé être son cœur de cible, que deuxièmement, tous les groupes de type intérim, etc., Carrefour qui est en train de licencier, se gavent de CICE, que troisièmement, on n'avait pas d'effet sur le noyau de PME, dont on dit souvent que c'est le tissu économique du pays, c'est vrai, mais il faut peut-être ajouter qu'on a des grands groupes qui contrôlent 60 à 70% de nos PME. Bon, et ces grands groupes, qu'est-ce qu'ils ont fait à partir du CICE? Ils ont fait ce qu'on a appelé du racket au CICE. Donc ils sont allés voir les sous-traitants, ils leur ont dit, bah attends, toi tu touches tant de CICE, donc voilà, mes coûts maintenant ils doivent baisser de temps. Donc tu vas pas en profiter pour embaucher, mais plutôt en profiter pour faire baisser mes coûts, pour que moi je puisse faire mes marges de main-d'œuvre, mes marges à 2 chiffres et reverser des dividendes à mes actionnaires. Donc on a une politique avec le CICE qui était scandaleuse et contre-productive. On a mené la bataille dans tous les départements. Je ne sais pas si ici vous avez eu des réponses, les préfectures ne nous donnaient pas les chiffres. Une société comme Airbus se plaignait parce qu'elle n'en avait pas assez, parce que c'était sur les trop bas salaires, parce qu'ils pensent payer trop leurs ouvriers probablement. Et donc on a eu ce scandale abominable du CICE. Donc Macron est en train d'y revenir, il est en train de réfléchir à ce qu'il allait en faire. Ça passe probablement ces 40 milliards de paquets de ce que Hollande appelait le pacte de compétitivité. Il y a 1% de baisse de l'impôt sur les sociétés et on va continuer avec des baisses de charges
à suivre. Donc le dispositif change, mais le financement et les baisses de cotisations sociales sur les entreprises se poursuivent avec le même état d'esprit sous Macron. Sans contrepartie, comme vous l'avez compris, puisqu'on peut multiplier les exemples de boîtes qui ont le CICE, c'était un chèque de l'État, hein, c'était même pas des baisses de cotisations, ils appellent ça des charges, nous des cotisations, mais c'était un chèque, c'est-à-dire avec nos impôts, on faisait un chèque, les mecs qui recevaient un chèque, et parfois pour licencier, moi ils ont fermé la CITA chez moi, enfin vous devez avoir des exemples dans le coin, et donc bon voilà. Ce scandale-là va s'arrêter, mais avec des dispositifs qui vont toujours coûter aussi cher de financement de l'économie pour aucun effet positif. Et enfin, on a Macron qui arrive, et j'en termine là-dessus puisque c'est ce qui se passe aujourd'hui, avec l'obsession de construire des grands groupes dans l'espace du marché ouvert européen pour concurrencer. Alors il nous dit que la navale, il faut faire pour concurrencer l'Asie du Sud-Est et l'Asie. On nous dit que sur le train, c'est pareil. Et sur la navale, sur le paquebot, enfin sur une certaine partie des productions, c'est l'Asie. Et sur une autre partie, sur le militaire, c'est plutôt les grands groupes anglo-saxons, anglais et américains. Et donc voilà, la seule obsession, c'est ça. On va additionner des soi-disant géants, avec à chaque fois, si vous regardez bien, des garanties sur 5 ans. La dernière fois qu'on nous a parlé de garanties sur 5 ans, c'est quand on a filé Alstom aux Américains, General Electric aujourd'hui, et ben en moins de 5 ans, ils ont viré la moitié des mecs à Grenoble sur l'usine qui construit des turbines hydroélectriques. Là encore, Monsieur Nicolas Hulot, expliquez-nous comment on organise la transition énergétique si on perd nos capacités de production sur l'hydroélectricité, qui est une énergie propre et que nous pouvons valoriser en France. Donc on voit bien que ces garanties sur 5 ans ne riment à rien, et l'inquiétude qui est la nôtre, c'est que tous ces projets de fusion de ces derniers mois ne sont fondés sur aucun projet industriel. Aucun projet industriel. Je ne sais pas si Alstom en cherche, il n'y a pas de projet industriel. Donc il va y avoir des économies d'échelle de Siemens sur les sites d'Alstom, et on va chercher à faire de la marge et à rentrer dans l'hyper-concurrence. Là, Macron revient d'Allemagne. Ce que nous ressentons des échanges en cours, c'est que la discussion entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, c'est à toi l'industrie, hein, l'Allemagne, gardez votre industrie, on peut reparler si vous voulez du modèle allemand. On se rendra compte que les ouvriers de l'automobile allemands sont au même coût horaire que les Français, donc on arrête de nous bassiner avec le coût du travail. Mais en tout cas, le but c'est ça, à toi l'industrie, moi je garde les startups et le numérique. Voilà, la Startup Nation qu'on caricature parfois d'Emmanuel Macron, mais c'est ce qu'il est en train d'essayer de développer en gardant quand même un peu la main sur le militaire qu'on pourrait continuer de construire ici dans les discussions qui sont en cours. Voilà à peu près pour le constat. J'ai déjà été un peu long, très long de ce que je vois, donc je vous cède la parole. Nous avons la conviction que non seulement cette bataille pour les relocalisations industrielles, elle est centrale pour notre économie, mais que nous pouvons la gagner, parce que sur tout le territoire, les salariés s'organisent, proposent, ont parfois des propositions d'une exceptionnelle intelligence, parfois soutenues par leur direction ou leur direction de site, et qu'on a besoin de les accompagner, de les accompagner dans ces batailles et de les mener avec eux. En tout cas, nous y sommes déterminés avec la conviction que nous pouvons gagner cette bataille, qu'elle est nécessaire et qu'il n'y a pas d'avenir dans ce pays sans industrie.